Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, bienvenue à vous tous qui nous suivez. N'hésitez pas à poser vos questions, à interpeller nos invités. Au sommaire de ces 50 prochaines minutes, le terrorisme et les questions qui se posent après l'attentat de Marseille. Elles sont nombreuses, mais aussi le débat sur la montée de l'islamo-gauchisme, débat qui se résume ainsi: une partie de l'extrême gauche est-elle complaisante vis-à-vis de l'islam politique? Autre sujet, un retour en terrain connu pour Emmanuel Macron, Whirlpool, l'ancienne usine d'Amiens. Et enfin la Catalogne, l'avenir de l'Espagne en pointillé depuis dimanche. Et l'Europe qui observe, chaque État se demandant quel sera le suivant sur la liste. Bonjour à tous les quatre, merci de participer à ce débat. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Passic, vous êtes directrice de BVA Opinion. À côté de vous, Jean-Marc Four, bonjour. Bonjour à tous. Directeur de la rédaction de France Inter. France Inter, vous avez reçu ce matin le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans le contexte terroriste qu'on évoquait. Vous allez nous en parler. En face de vous, Le Figaro, représenté par Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Vincent. Bonjour Madame. Rédacteur en chef des pages Débat Opinion. Vous publiez ce matin une interview de Jeannette Bougrab, l'ancienne femme politique, aujourd'hui essayiste. Interview titrée « Malgré l'attentat de Marseille, le déni continue ». Et Le Figaro encore avec Marc Landret. Bonjour. Marc, rédacteur en chef et responsable du service Économie France du Figaro. Et le terrorisme d'abord avec cette question: pourquoi le terroriste de Marseille était-il en liberté 24 heures avant de commettre son attentat? Il était aux mains de la police. Malgré ses 12 ans de séjour irrégulier en France, ses 7 identités différentes et ses multiples vols. Alors fait-on preuve de laxisme vis-à-vis des clandestins qui, jusqu'à présent, il faut le préciser, n'étaient pas le profil type des terroristes? Pour le député Les Républicains Éric Ciotti, il y a une forme d'impunité inacceptable. On le regarde et on en parle. Il y a un état d'esprit qui, depuis des années, fait qu'aujourd'hui, l'éloignement des étrangers en situation irrégulière n'est plus une priorité. Le gouvernement socialiste avait supprimé le délit de séjour, donc on ne peut plus placer un étranger en situation irrégulière en garde à vue. Et le texte qu'annonce Gérard Collomb maintient cet état de fait. C'est une faute. Donc nous disons aujourd'hui qu'il faut réarmer l'État aussi dans cette volonté de dire ceux qui n'ont pas un titre de séjour légal n'ont rien à faire sur le territoire national. Jean-Marc Four, une question simple: comment le gouvernement peut-il expliquer à l'opinion et aux familles des victimes que le terroriste ait été relâché? C'est compliqué de l'expliquer à l'opinion. Après, la critique est aisée, l'art est difficile. C'est-à-dire que c'est précisément un peu ce qu'expliquait Gérard Collomb sur France Inter ce matin. Vous le disiez, le ministre de l'Intérieur était notre invité. Et ce qu'il dit, et ce qu'il disait, y compris d'ailleurs off avant l'interview à l'antenne, c'est qu'on est en présence de quelqu'un, en l'occurrence, qui est passé de Tunisie en Italie avec un visa dûment tamponné par les autorités tunisiennes, de Carthagène, et après des papiers en Italie qui sont, on va dire, en règle au regard des autorités italiennes. Italie où il avait fréquenté des milieux déjà djihadistes. Oui, non, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation est compliquée en termes de suivi du bonhomme et du fait qu'il est, on va dire, en partie en règle au regard des autorités européennes. Premier point. Deuxième point, deuxième difficulté, c'est tout bêtement, vous le disiez, d'identifier son état civil. C'est quelque chose de très prosaïque, c'est-à-dire que cette identité, de facto, et pour pouvoir l'expulser correctement, encore faut-il établir clairement son état civil. Et ça n'a pas l'air si simple. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison, parce que son état civil n'était pas clairement établi, que vous l'aurez observé, le ministre de l'Intérieur ne s'est pas vraiment exprimé jusqu'à ce matin. Il a attendu près de 48 heures parce qu'en fait, il le reconnaissait lui-même ce matin dans les couloirs de la radio. Il n'était pas en possession d'informations suffisantes pour avancer sur le dossier. Donc, pour vous répondre, compliqué de l'expliquer à l'opinion, mais en même temps, passez-moi l'expression macronienne, c'est vrai que c'est compliqué de le faire. Ça n'est pas si simple. Pas si simple, Vincent Trémollet? Ça vous paraît une explication un petit peu simpliste pour le coup? Non, ce que je pense, c'est que cette complexité qui a été très bien décrite participe et renforce le sentiment qu'ont les opinions publiques que sur l'immigration illégale, l'État ne contrôle plus rien,
en fait. C'est-à-dire que les gens ont en tête un certain nombre de règles simples. Alors, Éric Ciotti exagère un peu parce que la première règle, c'était quand il y avait un étranger en situation irrégulière qui commettait une faute ou un délit ou un crime, il était renvoyé chez lui. Depuis la suppression de la double peine faite par Nicolas Sarkozy, ça n'est plus le cas. Donc ça, c'était le cas de l'attentat de Nice, par exemple. Et puis, avec le cas de l'attentat de Marseille, on a quelqu'un qui est en situation irrégulière, donc qui ne devrait pas être là. La perception commune, c'est celle-ci. Ensuite, quand on se plonge dans les réformes juridiques, dans les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, on arrive à la complexité qui vient d'être décrite. Mais cette complexité, elle est insupportable, au fait, à entendre. Quand on voit les conséquences dans lesquelles elle mène. Donc, et ça rejoint, au-delà du terrorisme, le problème. J'ai un peu l'impression de me répéter, parce que je l'ai déjà dit dans ce studio, que Hubert Védrine avait dit en ces termes, et que je répète, les opinions publiques ont l'impression que les États ne contrôlent rien. Et c'est dans ce domaine précis une permanence. Et vous rappeliez le contexte de la loi. C'est vrai qu'en 2012, on a supprimé le délit de séjour irrégulier. Voilà, pour pouvoir que ce délit puisse s'exercer, il faut qu'il y ait une flagrance. C'est-à-dire qu'il faut, quand la personne passe la frontière, donc en fait, il n'y a pas de cas. Donc là, c'est pas vu, pas pris. Voilà. Pas vu, pas pris, Marc Landré? On peut résumer ça comme ça? Si, il a été pris. Il a été vu, mais il a été relâché. Parce qu'il y avait un dysfonctionnement administratif, effectivement, comme vous l'avez dit, des problèmes, ne serait-ce que pour connaître son identité, mais parce qu'il n'y avait pas de place là où il devait aller. Puis il y avait une vacance je crois aussi, du juge ou de l'administratif qui était chargé. De la personne à la préfecture chargée de... C'est quand même terrible, mais c'est inexplicable. C'est inexplicable, je ne vais pas dire inexcusable, mais c'est inexplicable quand on voit qu'il y a 2 gamines de 20 et 21 ans qui, au final, ont été assassinées. Je veux dire, voilà, donc on peut trouver toutes les justifications qu'on veut. Il se trouve qu'au final, il y a 2 mortes, 2 jeunes femmes qui n'avaient rien demandé, qui sont décédées. Et donc, toutes les justifications du monde ne permettront pas d'expliquer ceci. Ce fossé, effectivement, il est entre le pédigré, entre guillemets, précédent du terroriste et puis les actes qu'il a commis. Comment l'opinion peut le percevoir? C'est ça, finalement, la question. C'est que c'est un type un peu lambda dans la masse des clandestins qui commet des actes effroyables. En fait, on est sur, j'ai envie de dire, sur un sujet un petit peu explosif ici, et c'est d'autant plus compliqué à expliquer à l'opinion qu'on est à la croisée de 2 problématiques qui sont ultra sensibles pour les Français et qui font partie de leurs préoccupations majeures. La question de l'immigration et la question de la lutte contre le terrorisme, qui sont 2 sujets dont on l'a vu pendant toute la campagne présidentielle, qui ont vraiment été mis au cœur des préoccupations des Français, après la question notamment de l'emploi et celle de l'Europe. Donc on a ici 2 sujets très sensibles pour les Français qui se retrouvent corrélés et qui rendent les Français, je pense, assez peu indulgents sur cette question, d'autant moins indulgents qu'il faut être clair sur les questions d'immigration. Les Français sont quand même une position assez dure, et quand on parle d'immigration clandestine, ils sont rarement du côté des clandestins. Donc dans ce contexte-là, je pense que la réaction, elle est plutôt celle de... On n'a pas fait d'enquête suite à Marseille, mais d'un manque d'indulgence et de compréhension sur le sujet. Effectivement, la question du jour du Figaro, qui est attentat de Marseille, y a-t-il eu défaillance de l'État? Pour le moment, les réponses sur 12 000 votants sont à 88% de oui. En même temps, Vincent Trémollet, est-ce que la droite, on a entendu Éric Ciotti, ne se trompe pas un petit peu de cible? Parce que dans les précédents, et si on peut établir une typologie, le clandestin qui commet un attentat, ce n'est pas légion, c'est même une exception. Oui, alors ils vous diront, je ne suis pas là pour faire leur avocat, mais ils vous diront qu'il suffit d'un cas. Et si on avait pu éviter ce cas, ça aurait légitimé que la loi soit appliquée de façon plus ferme. En revanche, si on revient sur la question de la double peine, il y a un autre attentat qui aurait pu être évité, virtuellement, si vous voulez, qui est l'attentat de Nice, puisque la personne avait été condamnée. Bon. Après, moi, je pense que la droite a raison de vouloir marquer fermement, de persister dans ce qu'on avait fait avec l'état d'urgence, c'est-à-dire de maintenir une espèce de tension qui existe dans les faits, qui existe dans la population, et que tout ce qui pourrait donner l'impression d'un relâchement participerait de l'inquiétude collective. Alors, vous parlez de l'état d'urgence. Gérard Collomb, on l'a dit, était l'invité de France Inter ce matin. Lui, il parle d'état de guerre. On va l'écouter et puis on va en parler. Le niveau de la menace en France est extrêmement important, et que toutes celles et tous ceux qui pensaient que finalement les choses étaient terminées et qu'il fallait desserrer finalement la capacité de nos services à aller de l'avant, à essayer de regarder, d'avoir des renseignements, eh bien, ils se trompaient, parce que oui, nous sommes toujours en état de guerre, même si Daesh a connu des défaites militaires. Jean-Marc Four, état de guerre, dit le ministre de l'Intérieur, et en même temps, on lève l'état d'urgence dans un mois.
Oui, bon, c'est une formule, c'est une formule de politique, de façon état de guerre. Je ne suis pas sûr qu'on soit en état de guerre, mais bon, peu importe, on peut jouer sur les mots. Toute la difficulté à laquelle ils sont confrontés, d'ailleurs comme les gouvernements précédents, mais peut-être à fortiori, parce que la menace ne cesse, semble-t-il, de s'amplifier, c'est que les contours de la menace sont flous. On le disait là, en l'occurrence, évidemment qu'il faut tout faire pour éviter ces assassinats et ces attentats odieux et insupportables pour tout le monde. Reste que là, le profil du gars, c'est plutôt un SDF avec un pédigré de droit commun, quand même plus proche du droit commun que du terrorisme. Ceci près qu'on a quand même appris que son téléphone, alors je suis d'accord, c'est pas le si vous voulez, mais qui s'était radicalisé. Je pense que dans les fichiers policiers, je n'ai pas accès aux fichiers policiers, mais j'imagine qu'il est plutôt il est plutôt fléché de ce côté-là. Donc comment vous les repérez? On voit bien que c'est extrêmement difficile. Et deuxième difficulté, pardon là encore d'être d'une certaine façon prosaïque, trop prosaïque probablement, mais on sait qu'on est face aussi, avec la question des clandestins, sur une histoire un peu de rocher de Sisyphe ou de tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que là ils arrivent pour un certain nombre par l'Italie, vous les expulsez par la porte et ils reviennent par la fenêtre. Enfin, nous, on a tous plus ou moins fait des reportages là-dessus et à la frontière franco-italienne, c'est beaucoup ça. Vous les faites sortir par un train et puis ils repassent par un camion. Vous voyez, c'est vrai que c'est vraiment dans les mots de compliqué. Collomb, là, il y a quelque chose d'intéressant. Il parle d'actes de guerre et c'est vrai que quelqu'un qui tue des civils avec un cri de guerre qu'il a prononcé qu'est Allahu Akbar et qui est tué par un soldat, on est, si on détaille, dans un acte de guerre. Mais là où il y a quelque chose de déroutant pour l'opinion publique, si ce n'est pas révoltant, c'est que quand on se plonge plus profondément dans cette affaire, on s'aperçoit que c'est une question de sécurité publique, en fait. Et que cet événement aurait pu être empêché si la chaîne administrative avait fonctionné. Effectivement, vous rappeliez le côté puissant fond un peu. Quelques chiffres qui m'étaient donnés par Christophe Cornevin, notre spécialiste police-sécurité avant l'émission. Il y a environ 350 000 à 400 000 étrangers en situation irrégulière en France, évidemment c'est une estimation, et sur 150 000 procédures pour infraction à la législation sur les étrangers, il y en a seulement 3 500 qui sont exécutées hors espace Schengen. Mais on rejoint ce que vous disiez Jean-Marc, c'est-à-dire c'est les véritables expulsions, puisque le reste on les met en Italie ou en Belgique, et généralement oui, puis si c'est pour d'être Ponce Pilate et de refiler le tueur à nos voisins, c'est pas très, enfin, je veux dire, c'est pas non plus forcément une solution. On n'a pas envie qu'ils tuent davantage en Italie, enfin. Je vous propose aussi d'écouter maintenant Marc Trévidic, l'ancien juge antiterroriste, qui regrette, lui, l'absence d'une politique de déradicalisation. Il était ce matin sur RTL. Une loi ne règle pas un problème. Notre problème, c'est les jeunes qui se radicalisent. Ce n'est pas simplement traiter les effets. Il y a les causes. Les causes, ce que vous voulez, il faut s'en occuper. On a oublié, plus personne parle de déradicalisation. C'est comme si on avait abandonné l'idée qu'on puisse faire quelque chose avec des jeunes qui se sont radicalisés. Moi, je ne pense pas qu'il faille abandonner l'idée. On n'a quasiment rien essayé. Est-ce qu'on est d'accord pour mettre des moyens pour éviter de construire des terroristes en maison d'arrêt, par exemple? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais ça sert à quoi si on en fabrique nous-mêmes des terroristes? On en fabrique plus qu'on en arrête. Adélaïde, effectivement, déradicalisation, on en entendait beaucoup parler il y a encore un an, et puis plus rien. Il y a eu des échecs, et puis on fait terminer. C'est sans doute une erreur de ne pas avoir persévéré. En tout cas, du point de vue de l'opinion publique, oui, parce que c'était vraiment une des priorités. Et je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc Four. Il a dit qu'il était un peu prosaïque. Les Français le sont aussi sur la question de la lutte contre le terrorisme. Ce qu'on a vu enquête après enquête, que ce soit pour le gouvernement actuel et le gouvernement précédent, c'est un des rares sujets d'action sur lesquels les Français ont confiance dans les gouvernements quels qu'ils soient, mais ils font preuve d'un certain fatalisme en disant quoi qu'on fasse, il y aura un peu, il y a forcément des ratés, le risque zéro n'existe pas, et on peut pas, ils sont assez pragmatiques. Ils sont très pragmatiques, et quand on leur demande justement les moyens de lutter contre le terrorisme, ce qui sortait en premier lieu ces derniers mois, c'était effectivement traiter le mal à sa racine, et donc œuvrer notamment sur la question de la lutte contre la radicalisation. Donc oui, c'est une priorité pour l'opinion, et laisser de côté cet axe de travail pourrait être un choix critiquable. Il y a une autre tentative terroriste, enfin là c'était une tentative qui a été sans doute déjouée même fortuitement, c'est celle de ces bonbonnes de gaz retrouvées rue Chanès dans le 16e à Paris. Effectivement c'est fortuit là. Il y a quelques semaines c'était un artisan qui était tombé sur un appartement où on fabriquait des explosifs. Le contexte est de plus en plus lourd. Si l'on en croit nos différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, là on le sait, mais il y en a beaucoup qui sont empêchés sans que nous soyons au courant. Donc la menace, elle est
elle est toujours aussi importante. D'après les spécialistes, et notamment Gilles Kepel, elle a muté, c'est-à-dire que la grande opération type 13 novembre est plus compliquée à monter parce que les services secrets ont réussi à décrypter un certain nombre de messageries et à identifier un certain nombre de personnes. Mais ce qu'on appelle le terrorisme low cost, c'est-à-dire ce qu'on a vu à Marseille ou ce qu'on peut voir avec une voiture, est encore une menace extraordinairement présente. Et il se trouve que la victoire d'Emmanuel Macron a fait oublier, peut-être parce qu'on a été sur des sujets économiques, du fait de la nouveauté, de la jeunesse, du début de mandat, cette inquiétude qui traverse la population française et qui n'a pas disparu au fait avec le changement de président et de gouvernement. Et dont on a très peu parlé pendant la campagne présidentielle, ce qui était assez surprenant au sortir de la séquence 2015-2016. Alors, un thème polémique, celui-là, c'est celui de la gauche radicale et de la supposée complaisance avec l'islamisme. Une députée La France Insoumise qui parle de sexisme plutôt que de radicalisation quand on lui demande de qualifier l'attitude d'un chauffeur de bus qui refuserait de prendre le volant après sa collègue féminine. Cette séquence a enflammé les réseaux sociaux et ravivé la polémique sur la complaisance donc supposée de cette gauche radicale. Voici donc ce qu'en disait Danielle Obono, c'est elle la députée mélenchoniste de Paris. Des propos qui ils s'inscrivent à l'écran. Est-ce que quelqu'un qui refuse de conduire un bus après une femme doit être mis sur écoute, perquisitionné, mis en centre de rétention, s'interroge Danielle Obono, qui poursuivait, refusant d'établir un parallèle entre pratiques religieuses et habitudes. Est-ce que c'est en fonction de ses croyances religieuses ou est-ce que c'est en fonction de ses habitudes, disait-elle de cet exemple du chauffeur de bus? On ne se pose même pas la question. On peut être sexiste et religieux ou pas croyant. Effectivement, des propos qui ont fait beaucoup réagir. Alors, Jean-Marc Four, Manuel Valls a-t-il raison? On va l'écouter. On va d'abord l'écouter quand il parle d'une partie de la gauche qui a une attitude plus qu'ambiguë. On l'écoute et puis on en parle. Une partie de la gauche a failli sur cette question-là et dans la complaisance vis-à-vis du communautarisme. On voit bien qu'il y a des parlementaires de la France insoumise qui aujourd'hui ont une attitude plus qu'ambiguë. Et en tout cas, je crois, Madame Obono qui dimanche considère notamment qu'un chauffeur de bus qui refuse de prendre son service après qu'une femme l'ait précédé, que ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est peut-être du sexisme, et pas de l'islamisme. Voilà, bon. C'est son raisonnement. C'est une forme de banalisation permanente qui me choque et que je veux condamner. Donc finalement, Manuel Valls d'un côté, Éric Ciotti de l'autre sont sur la même critique de cette gauche. C'est un sujet qui monte progressivement depuis, j'allais dire, une dizaine d'années quand même en réalité, à peu près cette question de l'islamo-gauchisme. Enfin, c'est à peu près ça le vocable qui est employé. Moi, je ne suis pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points. Donc, mon sentiment personnel est de dire que je ne sais pas s'il y a complaisance vis-à-vis de l'islamisme. L'impression qu'on a, c'est qu'en tout cas, il y a des œillères. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déni de réel. S'inscrivant probablement dans une... j'essaie de comprendre, dans une logique de décryptage du monde qui s'inscrit dans une tradition marxiste, où tout est ramené au social, on va dire, enfin je vais vite, mais bon, tout est ramené aux classes sociales, à la sociologie, aux habitus, elle disait Madame Obono, les habitudes, c'est ça. On voit bien qu'il y a il y a tout un corpus idéologique autour de ça qui tente à mettre dans l'esprit que finalement tout ramène à ça et que c'est lié à on va dire, dans quel milieu social on vit, comment on est formé, les gens avec qui on discute autour d'eux. Et que, de ce point de vue, effectivement, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a des œillères. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'autre partie du sujet et qui est cette omniprésence de la pensée islamiste, y compris dans un nombre de quartiers. Politiquement, il y a du clientélisme électoral. Ça, on va l'écarter parce que c'est de l'opportunisme ou du cynisme, mais ça n'a pas de charpente idéologique. En revanche, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme n'a pas été théorisé, parce que personne ne s'est revendiqué islamo-gauchiste, mais c'est un certain nombre de textes qui rejoignent exactement ce que vous dites et qui résonnent de la façon suivante, qui se disent, c'est des marxistes, qui se disent le nouveau damné de la terre, le nouveau prolétariat est incarné par les musulmans, et les musulmans sont opprimés par les ennemis permanents du prolétariat, qui sont le capitalisme, incarné en général par les Américains et Israël,
et la religion chrétienne. Et donc l'islamo-gauchisme, ça c'est Jacques Julliard, ce que je vous dis qu'il a écrit dans le Figaro, dans son carnet qu'il tient, et qu'il a décrit de façon très très aboutie, a ces trois ennemis-là que je viens de nommer, et pense que enfin les musulmans vont permettre de vaincre l'ennemi absolu qui est le grand capital et le capitalisme. Et donc il y a des penseurs, je pense à Edoui Plenel, ou des journalistes, ou même Emmanuel Todd, qui dans son livre qui est Charlie avait développé cette idée, l'idée de ce nouveau prolétariat qui est un prolétariat de circonstance. C'est-à-dire que je ne pense même pas que c'est par bienveillance vis-à-vis des musulmans, mais c'est comme une arme que l'on utiliserait, puisque les armes précédentes n'ont pas été suffisamment efficaces. Ça a fait quand même exploser une partie de la gauche avec Manuel Valls d'un côté, qui c'est quand même... Elle avait explosé avant. Hein, oui, mais ça a été une des lignes de fracture sur le quinquennat précédent. Oui, parce que ça, si vous voulez, on l'a bien vu sous le quinquennat de François Hollande, il y avait l'idée que forcément le musulman ou l'immigré musulman est une victime et ne peut pas être un agresseur, et qu'il est toujours la victime d'une société qui est une société patriarcale, à teinte chrétienne, pro-américaine, capitaliste. Et donc cette grille de lecture a, à mon avis, aveuglé un certain nombre de gens, peut-être certains très sincèrement, et les a entraînés dans cette... Il y a une sorte de sincérité. Je ne sais pas, on ne peut pas juger, moi je ne suis pas là pour sonder les reins et les cœurs. Mais en tout cas, il y a une cohérence idéologique dans ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Le Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur au moment des attentats de 2015, a dit récemment, à ce moment-là, nous, le gouvernement, on a été surpris, on s'attendait à ce que les Français se déchirent, qu'il y ait quasiment des ratonnades, le terme est peut-être un peu fort, mais c'était l'idée. Ça, effectivement, cette bonne tenue du peuple français en général a été une surprise. Sur la question après des attentats successifs, les gens finalement... c'est pas si rose que ça, parce qu'il y a un indicateur qui est intéressant, c'est un baromètre qui est réalisé année après année par la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui suit notamment la progression des actes racistes et du sentiment raciste. Et ce qu'on a vu dans le baromètre, c'est que... d'une part, les musulmans et l'islam restent la minorité religieuse, entre guillemets, la plus critiquée, la moins acceptée par rapport au judaïsme, au protestantisme, au catholicisme, avec une critique qui s'étend de la religion aux pratiques elles-mêmes et notamment aux pratiques visibles. Et on a vu une évolution justement en 2015. Et en même temps, les chiffres du ministère de l'Intérieur, j'ai vu des données qui montraient qu'il y avait une recrudescence des actes anti-musulmans, notamment en novembre-décembre 2015. Donc, la bonne tenue du peuple français, elle n'est pas... Je ne connais pas de votre source documentaire pour cela, mais un certain nombre d'études indiquent ce qu'on appelle des actes islamophobes. Et donc, l'islamophobie part du principe que toute critique de l'islam participe de l'islamophobie. Or, ça fait monter les chiffres. Toute critique du christianisme ou du judaïsme ou du bouddhisme ne fait pas monter l'antisémitisme et les actes antichrétiens. Et c'est là qu'on ne sait pas si une personne qui, par exemple, à qui on demande de ne pas avoir de signe extérieur religieux, considère ça comme un acte islamophobe et fait monter les statistiques. C'est ça qui participe de la confusion dont je parlais, du sentiment victimaire qui se développe dans une partie de la gauche et de l'extrême gauche. Il y a, à mon sens, quand même un double risque de chaque côté. C'est-à-dire que d'un côté, on l'a évoqué, les œillères sur la menace et la prégnance de l'islamisme radical fait qu'on peut être conduit à nier un certain nombre de réalités pourtant évidentes, y compris d'ailleurs un corollaire qu'on n'a pas cité, mais qui est l'antisémitisme, qui est quand même très prégnant, avec des conséquences, je veux dire. Mais de l'autre, le risque de la posture inverse, c'est de nier qu'il y a de fait aussi, en France, c'est comme ça n'est pas incompatible, c'est une réalité de la société française, il y a aussi des actes islamophobes, premier point. Et deuxième point, attention à ne pas tout ramener toujours à la menace islamiste. Elle est indiscutable, elle est réelle, on le voit tous. En même temps, Marseille, malgré tout, il y a une question. Las Vegas, n'en parlons pas, il y a plus qu'une question. Donc il faut se méfier du risque inverse aussi de tout ramener à la menace islamiste, même si elle est très forte.
Parmi les remarques ou réactions, je cite celle de Bab qui nous dit « Les insoumis ne parlent pas de mesures antiterroristes dans leur programme, ils ne prononcent jamais les mots islamisme radical ». Vincent Trémollet, ce matin, l'interview de Jeannette Bougrab était intéressante sur de multiples points, mais notamment, elle analysait le phénomène en disant « La gauche a préféré taire la dimension religieuse du nationalisme algérien ». Elle remontait à la guerre d'indépendance, et rappelant que les combattants, à l'époque, devaient observer un islam rigoriste. Oui, bah c'est toujours... C'est une analyse historique intéressante. Intéressante, qu'elle a puisé dans l'excellent livre de Jean Birnbaum qui s'appelle « Un silence religieux » et qui analyse cet angle mort. Et au fait, pourquoi ? Parce que c'est la grille marxiste, toujours, qui fait que la dimension religieuse d'un combat ne peut pas être appréhendée, parce que ce combat ne peut avoir que des causes économiques et sociales, d'où d'ailleurs le fait que les attentats ont d'abord des causes économiques et sociales et pas des causes religieuses. Or, c'est une erreur. On l'a vu avec la plupart de ceux qui ont commis des attentats en France. Ils avaient des vies, je pense à Mehdi Coulibaly par exemple, il avait un métier, il avait voyagé, il avait un niveau de vie qui était tout à fait supportable. Donc cette recherche, cette grille marxisante a fait qu'un certain nombre de gens à gauche n'ont pas vu le djihadisme comme un sujet à part entière de l'histoire qui croit à des choses et qui les défend et qui pour ça est prêt à tuer et prêt à mourir. Mais commettre cette erreur il y a 25 ans est une chose, au moment des GIA, etc., effectivement... Ça fait partie d'ailleurs des critiques de Jeannette Bougrab. C'est une chose, parce qu'à l'époque, on n'a peut-être pas tout à fait conscience du fait que, effectivement, cette poussée de radicalisme religieux est en fait complètement souterraine et en train vraiment de sortir. On ne le réalise pas nécessairement. C'est une chose il y a 25 ans. Commettre la même erreur aujourd'hui, c'est autre chose, quand même, me semble-t-il. Vous ne croyez pas qu'il n'y a pas non plus une posture dans ce type de déclaration ? Une posture, vous le disiez tout à l'heure, pour faire un peu de clientélisme politique. C'est vraiment des convictions ? Moi, je pense que pour certains, ce sont vraiment des convictions. C'est-à-dire que la volonté d'aboutir à un projet politique défini qui est la mort du capitalisme, pour aller vite, et de l'univers qui l'accompagne, et à trouver une nouvelle force, un nouveau levier avec l'islam. Et donc, moi, pour certains, c'est une vraie idéologie. Pour d'autres, dedans, il y a des idiots utiles. Il y a des gens qui pensent bien faire. Enfin, il y a 50 nuances d'islamo-gauchisme, si vous voulez. Patricia Lossel, qui nous a rejoint, nous dit « Tous les gouvernements successifs ont été laxistes sur le sujet et la gauche plus que les autres, n'est-ce pas ?» C'est son avis. Elle poursuit « Je vous invite à venir dans une banlieue comme Trappes, dans les Yvelines, et vous comprendrez le clientélisme de nos élus. » Whirlpool maintenant, une longue discussion apaisée avec un syndicaliste CGT. Les images de la visite d'Emmanuel Macron ce matin à Amiens sur l'ancien site de Whirlpool effacent celles de la campagne avec ses pneus brûlés et les invectives de la foule. Est-ce suffisant pour qu'Emmanuel Macron devienne le président des pauvres ? Amiens et ses emplois sauvés sont-ils l'arbre qui cache la forêt de la désindustrialisation en France ? Je vous propose d'en parler. Finalement, Marc Landré, cette visite d'Emmanuel Macron, c'est plus un coup de com', de la récupération, ou les bienfaits de sa méthode expliqués aux Français ? Je ne vois pas trop quels seraient les bienfaits de sa méthode ou quelle serait sa méthode en matière sur le cas précisément de Whirlpool. C'est ce qu'il a, semble-t-il, tenté d'expliquer en disant « Voyez ma méthode dans la loi travail et tout ça, voilà les bénéfices qu'on peut en tirer, le dialogue social. » Sauf que là, c'est tautologique. Ce qui s'est passé avec Whirlpool n'est pas lié à Emmanuel Macron, n'est pas lié au fait qu'il y soit allé pendant la campagne présidentielle. Et le fait qu'il s'est trouvé un repreneur, c'est parce qu'il y avait une loi qui avait été très critiquée, y compris par Emmanuel Macron quand il était au gouvernement, qui se disait qu'une entreprise qui cède un site doit trouver un repreneur. Et c'est la direction de l'entreprise qui a appelé énormément de potentiels repreneurs pour essayer d'en trouver un. Il se trouve que c'est monsieur Le Cailleux, qui est originaire, un Picard également, qui a décidé de récupérer le site. Donc je ne vois pas en quoi Emmanuel Macron est pour quoi que ce soit dans le fait que... Donc c'est de la récupération ? C'est de la récupération et c'est de la com, oui. Et pour ça, il est très fort d'ailleurs. Jean-Marc Four. Il a juste tenu parole, c'est-à-dire qu'il avait... Non, le fait de revenir. Ah bah oui, mais ça on ne peut pas lui ôter. Moi je reviens la semaine prochaine. Il avait dit je reviendrai, et bon, il est revenu, ça on ne peut pas lui ôter ça. Bravo. Après effectivement, ce qui est exact, c'est que ça vient de plus loin et que ça vient aussi d'ailleurs, que Bernard Cazeneuve a joué un rôle dans cette affaire, que Xavier Bertrand a joué un rôle dans cette affaire, que plein d'hommes politiques en réalité ont joué un rôle dans cette affaire. Adélaïde, juste, effectivement ça paye de tenir ses promesses pour l'opinion. J'allais dire, on en rigole, mais en fait je pense que dans le cas présent, concernant Emmanuel Macron, c'est ce qui en ce moment fait son petit rebond
dans l'opinion. Il y a plusieurs enquêtes. Il y a notre observatoire politique qui l'a montré la semaine dernière. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et dont on a vu dans les questions ouvertes et dans l'analyse des verbatim que ce qui a fonctionné chez les Français, c'est sa capacité à tenir ses engagements, à respecter effectivement ses promesses de campagne, à ne pas lâcher face à la pression de la rue. Et c'est aussi perçu, ça fonctionne parce que la capacité à tenir ses engagements, c'est le prémisse indispensable pour réformer le pays, qui est ce pourquoi les Français qui ont voté pour Emmanuel Macron ont voté pour lui. Donc c'est un coup de com', mais qui vient conforter une posture qui en ce moment lui réussit plutôt. Cela dit, on verra les enquêtes d'opinion dans quelques jours sur l'ISF précisément. Oui. Si les Français sont contents qu'il ait tenu sa promesse, effectivement, il l'avait annoncé, il l'a écrit, c'est pas un scoop pour personne. On verra s'ils lui tiennent crédit du fait qu'il a effectivement supprimé l'ISF pour créer l'IFI et le prélèvement forfaitaire. Oui, mais le discours qui consiste à dire c'était dans mon programme, j'avais annoncé, ça marche plutôt pour l'instant. Ça n'a pas servi à Nicolas Sarkozy en 2007 parce que c'est exactement ce qu'il a fait, qu'il n'a pas changé son programme justement parce qu'il y a eu la crise. Et on lui a plutôt porté discrédit, reproché par la suite d'avoir maintenu son programme alors que les événements auraient dû faire qu'il l'en change. Ouais. Jean-Baptiste Sémergent nous a rejoint. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Figaro.fr. Et vous allez nous dire ce que l'on dit justement sur les réseaux sociaux de cette visite à l'ancien site de Whirlpool. Alors attention, je joue Arlette. Désolé pour les grincheux, pessimiste, ringard, moi Arlette, 70 ans, j'admire ce jeune homme, Emmanuel Macron, qui fait tout pour l'avenir de ma petite fille. Et en plus, il est beau. En plus, ça, elle y a pensé sûrement. Bien habillé. J'en ai un autre, lui, je ne sais pas s'il le trouve très beau, et un autre, donc Punching Bill, qu'est-ce qui a sauvé l'entreprise Whirlpool, le blabla de Le Pen et de Ruffin, ou l'action déterminée d'un Macron qui tient parole? Je demande. Là, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la parole, et justement, il avait dit, il le fait. Et ce que je disais moi sur la com. Oui, j'arrête pour les louanges, j'arrive sur la communication. Donc, fini les louanges. Il reste minoritaire, il faut le dire. L'insoumis Kérazek, lui, ironise. La loi de travail XXL, c'est le CDI de chantier, la facilitation des licenciements encore pire que le CPE, et Macron dit qu'il ne soutient pas la précarité. Ça va faire plaisir à Marc. Il y a beaucoup de mots-clés. Oui, beaucoup de mots-clés. Un énième coup de com' pour Serge, on en a parlé tout à l'heure. La visite de Macron à Whirlpool est parfaitement encadrée, que de belles images à la gloire d'un baratineur. Et il y va fort, Serge. Encore plus loin, Thomas, lui, militant communiste, alors qu'il saccage notre industrie, Macron se rend à Whirlpool, une opération de communication totalement indécente. Et enfin, là, on retrouve Nicolas Dupont-Aignan. Macron veut faire illusion à Whirlpool alors que la politique industrielle menée est un véritable désastre pour les intérêts français. Eh ben non. Merci. Florian Philippot disait la même chose. Oui, c'est pas pour. Oui, c'est pas surprenant. Non, mais c'est juste pour montrer que tout a pané. Et on ajoute Flo Dupont qui nous dit en quoi Macron a-t-il été utile au fait qu'il y ait eu un repreneur, et qui ajoute qu'elle trouve ce coup de com' de Macron plus que bidon. Vincent. Il y a un élément intéressant quand même politique pour le Voilà, coup, je voulais en venir là. Donc vous anticipez. C'est la rencontre avec François Ruffin. Voilà. C'est plus Marine Le Pen. Et le fait que Xavier Bertrand soit venu aussi. Et je pense que ça révèle un des problèmes politiques devant lesquels la droite se trouve, c'est-à-dire que Macron et Mélenchon ont décidé de faire système, ils le font très bien, et à chaque fois Macron développe et déploie son projet, Mélenchon crie en disant que c'est XXL et que c'est dangereux, et la droite est absente. Et donc là, Xavier Bertrand a décidé, et décidé de se rendre sur les lieux. Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est le face-à-face Macron-Ruffin. Et c'est vrai qu'il y a 4-5 mois, pendant la campagne, c'était Marine Le Pen qui était... Il y avait aussi Ruffin. La question, en fait, en termes d'image et de communication du jour, c'est où est passé le Front National? Puisque là, on avait donc... Parce qu'au départ, c'est quand même... Au départ, on oublie un petit peu, mais ce qui se passe, c'était le 26 avril, je crois, c'est ça, le 26 avril. En fait, c'est... Donc Emmanuel Macron avait prévu, en termes d'organisation, d'aller voir les syndicats, Whirlpool, etc. Et puis Marine Le Pen improvise un coup, alors pour le coup un coup de com', vraiment. Elle est accueillie en grande partie par des militants du Front National, et Emmanuel Macron se voit donc d'une certaine manière... La préfecture, lui. Exactement, bon, un truc très institutionnel, et il se voit contraint, il a l'habileté d'avoir cette pensée stratégique, tactique en tout cas, de dire je vais y aller aussi sur le terrain parce que sinon je vais me faire déborder. Bon, mais on se retrouve avec une journée qui est un face-à-face Marine Le Pen, Emmanuel Macron, un des tournants de la campagne. Invité François Ruffin déjà. Exactement. Il était présent sur le site déjà à l'époque. Exactement. Donc mais il on n'était a pas le député signe annonciateur peut-être de la suite. mais alors que la scène d'aujourd'hui, quand même, l'image qui est beaucoup relayée aujourd'hui, c'est effectivement ce face-à-face entre Emmanuel Macron et François Ruffin. Et on retombe sur un sujet qu'on a déjà abordé ici, c'est que finalement on a l'impression que l'opposition à Emmanuel Macron, c'est les Insoumis. Et Xavier Bertrand qui effectivement passe un peu au second plan. Un peu.
un peu. Même si lui souligne notamment, demande à Emmanuel Macron de tenir ses promesses. Oui, sa préoccupation, c'est Marc Landré, c'est quoi à qui Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, lui, c'est de faire venir des entreprises en ce moment dans sa région. Voilà. Et pour le coup, lui, il mouille la chemise véritablement. C'est pas des coups de com' qu'il fait. Il va chercher avec les dents les entrepreneurs, les entreprises pour créer des emplois véritablement dans sa région. Donc effectivement, aujourd'hui, sur la séquence communication très bien orchestrée par l'Élysée et très bien orchestrée par la France Insoumise à travers François Ruffin, il en est effectivement exclu. Mais concrètement, sur le terrain, il a plutôt quelques résultats. Alors après, il faut voir d'où il part. Je veux dire, les Hauts-de-France, c'est 13% de taux de chômage. Donc effectivement, quelques résultats qu'il puisse avoir, ça sera très compliqué à porter à son crédit parce que ça reste une terre quand même socialement relativement ravagée. Mais pour revenir sur ce que disait aussi un des internautes, la politique industrielle, elle va plutôt mieux aujourd'hui, et pas grâce à Emmanuel Macron, mais elle va plutôt mieux. C'est la première année, en 2018, qu'on va avoir des créations nettes d'usines en France. On en avait détruit pendant plus de 10 ans, et cette année, on va avoir plus d'usines qui s'installent plutôt qui se détruisent, qui s'expatrient. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est quand même très intéressant, quand en France, on sait que depuis 15 ans, il y a un boom de l'intérim, et qu'il y a une destruction des emplois industriels. Mais quand on réaffecte l'intérim dans les secteurs qui l'emploient, pour la première fois en 2016, on a eu des créations d'emplois nettes dans l'industrie. C'est une tendance qui s'est inversée depuis le début des années 2000. Donc, je ne dis pas que youpla boum, c'est génial, on va danser sur les tables. Non, non, c'est qu'il y a une inflexion qui commence à se faire sentir sur l'industrie, aussi parce que toutes les entreprises, toutes les usines qui étaient défaillantes ont disparu, donc maintenant ne sont là que celles qui ont su résister à la crise, mais on est peut-être au début de quelque chose de nouveau, et on verra, et là ça sera de la responsabilité d'Emmanuel Macron, si son exécutif, si son gouvernement, si sa politique est capable de fédérer cette politique, ou au contraire, c'est un mirage. Vous partagez l'optimisme de Marc Landré, en tout cas, ce que Marc Landré dit est vrai aussi à l'échelle Whirlpool, puisqu'on retrouve un peu ce sujet-là. La position de François Ruffin, France Insoumise, est de dire d'accord, vous avez en gros réglé Whirlpool, mais il y a le problème des intérimaires et des sous-traitants via notamment l'entreprise Prima, et que là, en gros, la position d'Emmanuel Macron est de dire oui, mais l'intérim est un problème qu'il faut résoudre autrement, parce qu'en fait, ce n'est pas des vrais emplois, et donc moi, ce que je veux travailler sur des vrais emplois. Donc vous retrouvez ce même débat à l'échelle, on va dire à la petite échelle Whirlpool. Il y a Xavier Bertrand, il est aussi venu, parce que parmi les grands projets, il y en a certains qui sont plus ou moins en stand-by, abandonnés, on ne sait pas. Le canal Seine-Nord en fait partie, et c'est un grand pourvoyeur d'emplois potentiels pour la région. Oui, c'était abandonné. On se rend compte que là, parce qu'il fallait bien faire des économies, et donc les financements de développement du canal étaient stoppés. Et là, visiblement, il y a une entente pour essayer de redébloquer un certain nombre de fonds entre les élus locaux. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, je crois qu'il est du coin, il est de la région, donc il a aussi des intérêts politiques locaux à faire en sorte que les financements se débloquent, et il n'y est pas pour rien. Donc oui, ça va se faire. De toute manière, lentement, mais ce que révèle aussi cette histoire, c'est une chose qu'on sent depuis longtemps, c'est que la droite, sur le plan économique, ne peut qu'apporter des nuances à la politique d'Emmanuel Macron. On est dans l'épaisseur du trait, en fait. Elle peut s'épuiser, mais il incarne physiquement la réforme. Comme on disait qu'Alain Juppé incarnait physiquement l'impôt. Il est très difficile de dire qu'il aurait pu faire plus, Donc, c'est pas là-dessus que la droite peut espérer retrouver une perspective. C'est pas non plus sur l'école, puisqu'elle aurait nommé à peu près le même ministre. Donc, il lui reste au fait les sujets régaliens de sécurité, d'immigration et d'identité. Et peut-être la politique locale. La politique locale et peut-être la question des classes moyennes supérieures, mais qui ne touche pas, par définition, le cœur de l'électorat. Mais donc, pour le moment, politiquement, c'est très compliqué d'exister. Économiquement, mais sur la politique économique, on peut quand même analyser le déplacement d'Emmanuel Macron ce matin comme une tentative de donner un petit vernis social à ces jours-ci. Oui, sans doute. Et là, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Marc Landré, c'est quand même, effectivement, ça ne va pas forcément être apporté complètement à son crédit, et les Français ne sont pas dupes sur le côté com. Il joue un espèce de jeu d'équilibriste un peu subtil, mais effectivement, comme on a aussi senti poindre de manière très nette depuis ces dernières semaines, avec
avec notamment la baisse des APL, la suppression des emplois aidés, ce sentiment, et puis l'ISF évidemment, ce côté, c'est le président des riches, voilà, il essaye de sans doute tirer un peu la barre de l'autre côté. Mais là où je vous rejoins, c'est vrai que pour la droite, c'est compliqué d'exister sur ces thématiques-là. En revanche, c'est beaucoup plus surprenant sur le FN en effet, et surtout qu'après la rentrée politique de Marine Le Pen, un peu en grande pompe à Braché, on aurait pu s'attendre à ce que maintenant que l'affaire Philippot est un tout petit peu derrière, qu'elle reprenne le lead là-dessus et l'absence du FN. Alors, je ne suis pas conseiller d'Emmanuel Macron, mais qu'il aurait plus intérêt à avoir comme adversaire Marine Le Pen, qui est une adversaire plus facile à battre pour lui que Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même une capacité. Alors pour l'instant, sa capacité de mobilisation n'est pas très visible puisque les manifestations ne sont pas un triomphe. Mais enfin, Marine Le Pen, il l'a déjà battue. Il a montré en débat ce qu'il pouvait faire face à elle, et c'est un peu l'adversaire idéal pour lui. Alors, vous n'êtes pas le conseiller d'Emmanuel Macron. Il y en a un, c'est Bruno Roger Petit. Ce déplacement à Amiens a donné lieu à son premier tweet. Et Jean-Marc Four, je crois que vous connaissez la teneur de ce tweet. Je n'ai pas eu c'est vraiment la com de base. La promesse a été tenue, on est revenu, il y a eu un bon dialogue social. C'est le premier tweet de la nouvelle vie de Bruno Roger Petit, qui n'est pas du tout dans la même tonalité que sa vie précédente, en tout cas en termes de tweet. Oui, parce que la tonalité, c'était assez iconoclaste et rentre dedans, on va dire. Avant. Alors, le tweet de Bruno Roger Petit qu'on va voir apparaître à l'écran. Tout va bien, et voici. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Je peux vous le lire. Dites-le nous. Promesse de revenir tenue, dialogue et échange franc menés dans une ambiance sereine et respectueuse. Il manque plus que le Alléluia, mais il a mis le hashtag Whirlpool. Il pourrait parler de lui-même. Mais on peut le lire. Et comme il disait, il s'est acheté, Bruno Roger Petit, qui était quand même un apôtre du clash et des formules un peu fortes, s'est acheté un Becherel parce qu'il n'a pas fait de faute de grammaire dans sa phrase. Vous êtes caustique, Marc. Oui, on peut dire ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il est bien payé pour faire un beau tweet. Et alors, le projet de loi antiterroriste, qui était donc en discussion, en examen à l'Assemblée, vient d'être adopté. On va parler de la Catalogne maintenant, il nous reste un petit peu de temps. 48 heures après le référendum organisé par les indépendantistes, c'est la grève générale en Catalogne aujourd'hui. L'Espagne, elle reste suspendue à l'avenir de cette province. L'Europe aussi, une Europe qui paraît impuissante, divisée. Chaque État voit midi à sa porte et hésite à se mêler d'une question qui relève de la souveraineté espagnole. Gérard Collomb en a parlé ce matin, c'était toujours sur France Inter. Ce que je comprends, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à travers le territoire des identités fortes et que l'État ne peut plus être nulle part en Europe, me semble-t-il, un État jacobin qui veut tout imposer. Jean-Marc Four, vous pouvez décrypter un peu les propos de Gérard Collomb qui sont un peu vaseux. C'est pas l'exégète des propos de Gérard Collomb. Non, ce que je sais, c'est que l'Europe, elle n'est pas divisée, elle est paralysée. Enfin, je veux dire, c'est Mowgli face au serpent K. L'Europe face à la Catalogne, elle est incapable de faire quoi que ce soit en réalité. Voilà, elle est là, elle regarde, elle fait rien. Divisée parce que par exemple la Serbie dit mais pourquoi vous avez applaudi au Kosovo et pas la Belgique Catalogne. dit il faut faire quelque chose. Enfin, c'est quand même une situation très préoccupante. Nous, on sera demain matin en direct de Nicolas Demorand sera en direct demain matin entre 7h et 9h. Je vous l'annonce de Barcelone. Mais je veux dire, ça, les médias, je pense, font le boulot sur la Catalogne. Mais on a quand même une situation qui est très tendue. A fortiori après les images de ce week-end, et on a l'impression que de chaque côté, ça se crispe et qu'on n'est pas du tout vers le chemin d'une réconciliation politique. C'est quand même au-delà de ce qu'on peut penser des revendications des uns ou des autres, parce qu'on peut effectivement penser que la revendication, enfin qu'il y a une identité catalane et qu'il y a une demande qui a une forme de légitimité, mais d'un autre côté, il y a un État espagnol qui est dans son droit quand il dit ce qu'il dit. Donc, mais au-delà de ça, il faut sortir de ça. Il faut qu'à un moment donné, que ces gens se parlent, qu'ils arrivent à se parler. Que fait l'Union européenne? Elle pourrait faire quelque chose quand même, elle pourrait proposer une médiation, quelque chose. Moi, elle me semble, je vous dis, je trouve que c'est Mowgli devant le cas. C'est paralysé. C'est votre terme. Yoël nous dit par exemple pourquoi l'Union européenne ne s'est toujours pas prononcée sur les actes en Catalogne qui violent tous les droits qu'eux-mêmes exigent de respecter. C'est effectivement ces violences policières. Enfin, on ne comprend pas très bien pourquoi le gouvernement Rajoy a finalement donné un argument massu aux indépendantistes.
Mais c'est vrai que je reprends ce que disait Jean-Marc Four, on est un peu sur une problématique du en même temps. On voit bien que c'est sensible. Alors il y a la question européenne, mais je pense que même pour les gouvernements, prendre position par rapport à leurs propres opinions publiques, c'est compliqué parce qu'effectivement il y a d'un côté la question des violences policières, le référendum qui est aussi un instrument auquel les peuples sont profondément attachés. En tout cas les Français ils sont très pro-référendum. Et puis de l'autre côté la question de la légitimité de l'État. Et du coup vous avez ici plein de sujets qui sont un peu explosifs. Et médiatique parce qu'en fait politiquement, cette histoire est passionnante parce que le régime est limité à la procédure. Donc, comme il y a vote, c'est la démocratie. En fait, c'est quand même une démocratie qui n'est pas une démocratie installée puisque le vote a été interdit par l'Espagne. Ouais. Il y a une violence légitime qui est celle de l'État. Alors, qui est à mon avis extraordinairement maladroite, mais qui va en encore une fois, une explication parce que vous pouvez s'y attendre. Et puis, il y a des images, et en fait, avec le pouvoir de l'image aujourd'hui, la politique comme elle était menée il y a 20 ou 30 ans est absolument impossible. C'est-à-dire que Rajoy aurait dû préparer depuis des mois cet événement et que le maintien de l'ordre qu'il a voulu montrer, qui est au fait la prérogative d'un État de droit, aujourd'hui, avec la possibilité, tout ce qu'offre l'information continue, est devenu quasiment impossible. Mais on voit là que l'Europe reste une sorte de conglomérat d'États-nations. Donc il n'y a pas d'initiative politique à un niveau supérieur, supranational. Et il y a une peur de remettre en cause, à tort ou à raison, je ne porte pas de jugement, la notion d'État-nation. Donc on ne peut pas remettre en cause l'Espagne, puisque l'Espagne fait partie de ce paysage d'État-nation. Je vais faire un peu de publicité. C'était Jean-Pierre Chevènement qui disait dans une interview qu'il a donnée... que l'État-nation n'était pas une forme morte. Et puis surtout, Renaud Girard, dans le Figaro de ce matin, a fait sa chronique intitulée « L'Europe au défi des identités » et a mis en parallèle le discours d'Emmanuel Macron et la volonté de souveraineté européenne avec ce phénomène de réveil identitaire qui n'est pas seulement national, en fait, qui est parfois religieux et parfois régional, comme le montre la Catalogne. Et c'est vrai que face à ça, la Commission européenne a l'air complètement perdue parce qu'il y a maintenant 3 niveaux de forme politique avant d'arriver à cette fameuse souveraineté. Mais effectivement, Emmanuel Macron a passé un coup de téléphone à Mariano Rajoy pour lui dire que, en gros, enfin, on sait que c'est juste pour signifier qu'effectivement la souveraineté espagnole reste le principe, mais il peut aller plus loin. Moi, je ne vois pas comment il ne peut pas ne pas soutenir. Il n'y a pas le choix. Il n'a pas le choix. Même si en coulisses, il y a de toute évidence aussi des contacts, et quelque part c'est normal en termes diplomatiques avec M. Puigdemont, qui représente l'autorité catalane et qui était quand même à Paris il y a 8 jours. Ce n'était pas pour aller acheter des fraises au marché. Donc, voilà, donc ça se parle, mais en coulisses, mais l'action officielle reste... Il n'y a pas le choix, en fait. Mais après, par définition, la diplomatie, c'est l'art de ce qui ne se fait pas publiquement. Donc ça serait quand même bien qu'il y ait des initiatives, au moins en coulisses, pour essayer de rapprocher les points de vue, parce que c'est inquiétant. Faire pour essayer d'empêcher la séparation, parce que vous imaginez une indépendance de la Catalogne, je ne suis pas spécialiste de droit communautaire. Prochain sur la liste. Mais je pense que s'ils veulent adhérer à l'Union européenne, il faut une unanimité. Donc l'Espagne ne la votera pas, donc ils ne pourront pas. Donc il faudra qu'ils trouvent un statut. Enfin, on arrive quand même dans des situations qu'il vaut mieux éviter. Donc j'imagine que la diplomatie française travaille à ça le plus possible. Je pense que surtout qu'Emmanuel Macron, il n'a pas envie qu'effectivement il y ait une indépendance en Catalogne, parce que ça pourrait faire tache d'huile de l'autre côté des Pyrénées. Donner des idées aux Basques, aux Corses ou aux Bretons. Ou aux Bretons, aux Corses. Oui, on n'est pas tout à fait sur les mêmes niveaux de l'Écosse ou de la Flandre. Il y a l'Écosse, la Flandre. Vous savez, ça vous raisonnez encore comme l'ancien monde. Vous raisonnez selon l'ancien monde, parce que maintenant, plus rien n'est comme avant. On a des avis contraires parmi nos internautes. Il y a Siscross qui nous dit que l'Espagne devra aller vers une fédéralisation à l'américaine ou une confédération à la Suisse pour sortir de l'impasse. Et Flo Dupont qui revient pour dire que dans 15 jours, on n'en parlera plus. Ce référendum a été voté par les pro-indépendantistes, c'est-à-dire une minorité. Il y a le Brexit aussi qui est dans l'actualité. Jean-Marc Four, vous qui avez été correspondant en Grande-Bretagne. Le Brexit qui finalement... Michel Barnier, qui dirige les négociations, a dit qu'on n'en avait pas fini avec la première phase et qu'on pédalait dans la semoule. De la limace, là. Oui, mais c'est pas vraiment surprenant.
parce que tout le monde est embêté aussi, c'est une patate chaude. Et par-dessus le marché, on a un pouvoir politique britannique qui lui aussi est embêté. Et je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que Mme May n'est pas dans une situation politique très confortable. Elle est contestée au sein de son parti. Il y a le congrès des Tories, des conservateurs britanniques cette semaine. Elle est contestée, partie par Boris Johnson. Ils ne sont pas unanimes en fait, ils ne sont pas en rang serré derrière elle. Donc je pense qu'elle a un appui politique faible qui fait que ça altère ses prises de position, ça retarde les négociations et ça pourrait durer un moment. Ça pourrait durer un moment. Et on parlait donc par exemple, l'Écosse qui dit la Catalogne devrait avoir le droit de choisir son propre avenir. Donc on voit la conjonction des différentes formes de... Il y aura des revendications immédiates. Il y en a déjà, nous on a déjà publié sur le Figaro Vox un papier vendredi, après la Catalogne, est-ce que ce sera la Corse? Alors on peut dire c'est anecdotique, mais les revendications sont... Il y en aura, ce sera mécanique. Oui. Après ce que disait cet internaute est exact. Dimanche dernier, ce sont les partisans de l'indépendance qui sont allés voter, les autres sont restés chez eux parce qu'ils ont eu peur d'y aller. Alors la grande question, c'est est-ce que Rajoy a renforcé ce référendum? C'est quand même 2 600 000 personnes, je crois, qui sont allées. Oui, c'est 90% de oui, mais sur 40% du corps électoral. Donc vous voyez que s'il y avait 80% du corps électoral, j'arrive jamais à 100%, mais même 80%, si ça se trouve, ça serait en réalité plutôt 55% pour le maintien au sein de l'Espagne. Enfin, du moins, c'est ce que jusqu'à présent les enquêtes disaient plus ou moins. L'opinion était plutôt pour un léger... On reparlera de la Catalogne prochaine fois, sans nul doute. Juste une petite info de dernière minute. Gérald Darmanin a été exclu des Républicains. Il y avait un bureau politique des Républicains qui se tenait aujourd'hui, pour le moment en tout cas. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à Jean-Baptiste Semerjian et à tous ceux qui ont préparé cette émission avec moi. Rendez-vous demain pour un prochain point de vue présenté par Guillaume Roquette.